jode bebê, yano jode. Por que joda, por quê? Yano jode, yano jode. Yano jode bebê, yano jode. Por que joda, por quê? Yano jode, yano jode. Vous savez, depuis les années 60, l'accouchement a été pris en charge par le monde médical, alors que plus de la moitié des femmes accouchaient chez elles, à domicile, ce qui était une bonne chose sur beaucoup de plans, mais peut-être une moins bonne chose sur le plan de la mortinatalité. Alors je voulais vous donner quelques chiffres, vraiment 3 chiffres au départ. Nous sommes parmi les pays de l'OCDE, le 14e pays, la France, le 14e pays concernant la morbidité et la mortalité périnatale. Donc loin derrière la Hollande, les pays scandinaves et même le Portugal. Et malgré l'hyper-médicalisation de la naissance, donc je répète, nous sommes à la 14e place dans les pays de l'OCDE en France sur la mortalité périnatale, maternelle et infantile. Et moi ça me pose question parce que les pays voisins tels la Hollande surtout, qui pratiquent à peu près 30% d'accouchement à domicile, la Hollande a les meilleurs taux européens concernant les césariennes, les forceps, la mortalité périnatale. Et on sait que la Hollande fait 30% d'accouchements à domicile. Et ça me pose question parce que nous sommes dans une époque où de plus en plus la médicalisation prend le pas. C'est-à-dire, le mot exact, médicalisation signifie avoir une personne du monde médical près de soi quand on accouche. Or, une sage-femme fait partie du monde médical, ce n'est pas une auxiliaire médicale. Donc le fait d'avoir une sage-femme près de soi, même à domicile, c'est déjà une médicalisation. Donc il faut s'entendre sur les mots. Je pense que la médicalisation, c'est la présence d'une personne du monde médical auprès de soi, et qui peut faire des gestes ou non, mais qui a une connaissance de la médecine obstétricale, et l'instrumentalisation de la naissance, qui devient maintenant la règle, puisque en France, sur 729 000 naissances en 95, 18 000 naissances de plus qu'en 94, il se trouve que 0,5% des accouchements se passent à la maison. 0,5%, c'est très très peu. Donc pourquoi cette hyper-médicalisation? Parce que c'est le terme consacré, mais comme je vous dis, la petite nuance, c'est plutôt une hyper-instrumentalisation. Je crois qu'il faut se pencher sur les problèmes de responsabilité et les problèmes de pouvoir qui sont en jeu dans le domaine de la naissance. Comme je vous l'ai dit, depuis les années 60, l'obstétrique médicale et chirurgicale a décidé de prendre en main la naissance en France pour essayer de diminuer la mortinatalité, diminuer la prématurité. Et des choses assez formidables ont été faites dans ce domaine, puisque les chiffres de prématurité ont largement baissé entre 1960 et 1970. Mais c'est à quel prix? Donc, les années 60 ont favorisé
le suivi, ce qui est une très bonne chose des grossesses, je pense, la prévention des accidents, les traitements des hypertensions, etc. Mais on a très bien senti que la prise en charge médicale de la naissance ôtait aux femmes leur indépendance, leur liberté de mouvement, leur responsabilité de mère. Et on assiste à l'heure actuelle à une déresponsabilisation générale de cet acte de mettre au monde son enfant. Pourquoi ? Je pense qu'il y a beaucoup de pouvoir en jeu. Beaucoup de pouvoir médical bien sûr, qui sait, qui est censé savoir mieux que personne, mais beaucoup de pouvoir aussi concernant une mise sous influence, si j'ose dire. Moi, je suis persuadé, mais c'est de mon expérience qui me le fait dire, puisque j'ai fait 10 ans d'accouchement à domicile à Paris. Je suis maintenant à temps plein hospitalier à l'hôpital Nord 92 de Villeneuve. Et mon expérience d'accouchement à domicile m'a permis de comprendre et d'appréhender la physiologie de l'accouchement et de découvrir que les femmes sont toutes capables de donner naissance à leur enfant si on n'y touche pas. C'est-à-dire si l'on respecte infiniment la physiologie. Et je vous dirai 2 mots sur cette expérience de respect de la physiologie de l'accouchement, puisque je travaille à l'hôpital Nord de Villeneuve avec 7 sages-femmes libérales qui font un travail d'accompagnement absolument extraordinaire à notre époque. Donc ces sages-femmes qui font environ 100 à 120 accouchements par an dans le service ont des chiffres tout à fait correspondants, comme par hasard, aux chiffres de la Hollande. C'est-à-dire que sur ces 100 accouchements annuels depuis 7 ans à la maternité, ces sages-femmes ont 6% de césarienne, 6% d'anesthésie péridurale, qui se terminent toutes par des césariennes d'ailleurs, 4% d'épisiotomie et 4%, ce qui est 2,5 fois de moins de transferts en néonatologie. Avec, en plus, et ce sont des plus pour la santé de l'enfant bien sûr, des allaitements qui durent un peu plus de 6 mois en général. Donc cette double expérience de l'hôpital et de l'accouchement à domicile et du respect de la physiologie de l'accouchement m'a montré, et ce sont les chiffres qui parlent, mais je ne vous donnerai pas des chiffres qui sont là un petit peu saoulants, mais ce sont des chiffres qui disent à quel point, premièrement, les femmes sont capables de donner naissance à leur enfant seules, je dirais à condition qu'elles soient accompagnées. Deuxièmement, la santé mentale et physique des bébés et des enfants qui en découlent est de bien loin meilleure que celle des enfants nés sous accouchement médicalisé. Je m'explique. J'ai eu l'occasion, il n'y a pas longtemps, puisque c'était en mai 95, de faire un travail sur l'analgésie péridurale. Un travail qui m'a permis de rechercher 20 années de publications mondiales, américaines, anglaises, danoises, suédoises, japonaises, sur les effets de l'analgésie péridurale. Il faut savoir que l'analgésie péridurale est un moyen extraordinaire pour lever des obstacles physiques en général ou psychiques, pour lever un obstacle dans le sens mécanique, c'est-à-dire
faire ouvrir un col qui ne veut pas se laisser faire, calmer des angoisses et aussi faire des césariennes avec une patiente consciente, à moitié bien sûr puisqu'elle est coupée en deux, mais qui au moins accueille son bébé à la naissance. Il y a 20 ans, messieurs Papiernik et Friedman de Clamart sortaient un article destiné aux médecins en disant « La péridurale, oui, mais ». Et le « mais » consistait en mise en garde de ne pas généraliser cette pratique, puisque cette pratique, déjà il y a 20 ans chez nos maîtres, paraissait un petit peu entraver les liens mère-enfant. À l'heure actuelle, nous sommes dans les services parisiens, assistance publique surtout, à 90, 95, voire 98% d'analgésie péridurale. Donc la mise en garde et cette conscience qu'il y a eu il y a 20 ans a été complètement submergée. Submergée par quoi? Submergée par une demande. C'est vrai que l'accouchement, c'est difficile. L'accouchement, c'est douloureux. Ça a cette réputation, c'est quelque chose de difficile à franchir. C'est un événement exceptionnel, à mon idée, bien sûr, mais les femmes peuvent le dire mieux que moi. C'est un événement initiatique, comme vous le savez certainement, mais c'est un événement douloureux dans la plupart des cas. Et je dirais douloureux quand on n'est pas accompagné. Et être accompagné, pour moi, c'est être avec une personne, une sage-femme en général, qui connaît tous les processus physiologiques de l'accouchement et qui peut déceler toutes les anomalies qui pourraient apparaître, puisque dans 5, 6, 7% des cas, il faut se faire aider par le médical. Donc, en partant de processus difficiles à résoudre et en se servant de l'analgésie péridurale, petit à petit, on a glissé vers cette facilité. Parce que c'est une facilité, et maintenant vous savez que c'est remboursé par la sécurité sociale, donc c'est en plus un droit et une liberté. Cette facilité qui gomme, en quelque sorte, l'événement le plus important chez l'être humain, c'est-à-dire sa naissance, sa mort certainement, mais sa naissance. Or, je pense que au moment de la naissance, l'expérience toute neuve des sens de l'enfant qui arrive au monde est une expérience princeps. C'est une expérience qui va faire référence sur toutes ces expériences des sens toute la vie durant. Donc, je dis qu'il n'est pas anodin d'intervenir dans un processus aussi précieux, aussi capital pour la construction d'un être humain, de sa sensorialité, de son immunité et de son aptitude, plus tard, à créer des liens avec sa mère d'abord, sachant que l'analgésie péridurale, qui est un moyen très puissant, coupe le corps en deux, supprime en quelque sorte le lien mère-enfant prématurément. Donc, devant cette image d'un enfant séparé de sa mère prématurément, et je ne parle pas des déclenchements, parce que ce serait tout un chapitre, les déclenchements sont évidemment, pour convenance personnelle, certainement une faute sur le plan humain.
Mais considérant que la péridurale peut rompre ce contrat entre une mère et son enfant, il faut s'attendre à quelques dégâts. Dans mon observation et dans mes études sur ces publications sur la péridurale, ces dégâts peuvent être de différents ordres. Ce sont des dégâts immédiats concernant la mise en place de l'analgésie péridurale, qui sont considérés comme normaux par les professionnels de la santé. Il faut savoir qu'après la pose d'une analgésie péridurale, une décélération du cœur fœtal se fait jour sur les monitorings. On dit qu'elle est normale. L'enfant a enregistré le message du produit anesthésique. Il a enregistré le message du produit morphinique, puisqu'il faut savoir que les péridurales sont associées à des morphiniques systématiquement, ou presque. Ce message, il l'entend, in utero déjà, il l'entend et il récupère. Il met un quart d'heure, 20 minutes, pour récupérer son rythme cardiaque de base. Il faut savoir que sous analgésie péridurale, c'est ce que je dis souvent à mes patientes, on devient paraplégique, c'est-à-dire handicapé à partir de la ceinture, impossible de bouger, impossible de se mouvoir. Et quand on sait que la physiologie de l'accouchement est favorisée par la marche, favorisée par le mouvement, je ne m'étonne pas de voir dans des publications qu'une femme allongée sur une table pendant 2, 3 heures, 4 heures, 5 heures fasse tourner la tête de son bébé à l'envers, fasse tourner la tête de son bébé à l'envers, fasse tourner la tête de son bébé à l'envers. C'est-à-dire que dans 85% des accouchements, on a des bébés qui se présentent l'occiput sous la symphyse maternelle. Il se trouve que quand on est allongé sur une table, bloqué, les têtes tournent ce qu'on appelle en occipito-sacré, c'est-à-dire l'occiput du bébé en arrière vers le sacrum maternel. Cette situation est une situation beaucoup plus difficile pour expulser son bébé puisque les diamètres sont plus importants. Ce qui entraîne effectivement un allongement des périodes d'expulsion et l'utilisation des forceps. Le forceps est un instrument aussi extraordinaire comme la péridurale, mais qui devrait être utilisé que dans des cas extrêmement rares puisque dans mon service, en 95, nous avions 2% et demi de forceps. 1,5%, c'est chez les sages-femmes libérales qui font des accompagnements à la naissance comme il se doit. Le forceps, c'est un instrument merveilleux, comme je vous le disais, pour les urgences. Or, les suites de forceps ne sont pas toujours anodines, et je pense que les forceps font aussi la fortune des ostéopathes, et Dieu merci que ça existe. Il y a des ostéopathes qui savent très bien corriger ce que les forceps ont induit, parce qu'un forceps, c'est des fois difficile à créer et réaliser. Donc, un premier inconvénient, c'est le rythme cardiaque qui récupère dans la majorité des cas, mais qui de temps en temps nous oblige à des gestes urgents sur un bébé qui ne récupère pas. Urgence, ça veut dire césarienne. Hein. Une femme handicapée sur une table, impossible de bouger, une expulsion plus longue et l'utilisation dans les péridurales, je vous le dis quand même, de 35% de forceps. Parce que la sensation de poussée est nettement diminuée, même si les anesthésistes essaient de jouer avec les doses et essayer de faire sentir l'envie de pousser aux femmes en dernière phase de l'accouchement.
Et puis l'épisiotomie, évidemment, quand on fait un forceps, on fait une épisiotomie, et quand on est sous analgésie péridurale, on ne se gêne pas pour faire une épisiotomie puisqu'on est sous analgésie. L'épisiotomie, c'est souvent inconfortable après. Tout ça, c'est un détail, n'est-ce pas, quand on a expédié un problème qui consiste à sortir un enfant au plus vite de l'antre maternel, un enfant criant en tant que possible, rose, que l'on remet à ses parents dans un état plus ou moins second. Mais cela n'est pas le problème des obstétriciens, puisque la moyenne de séjour dans les maternités, c'est 3 à 5 jours. Il est rare de revoir après les enfants que l'on a mis au monde, sauf exception. Seulement, certains pédiatres quand même se sont penchés sur ces méthodes de généralisation, surtout de l'analgésie péridurale, qui quand même monte d'année en année. Là, nous sommes en 95 à 60% d'analgésie péridurale dans les accouchements en France. Les chiffres montent tous les ans. Ils montent donc du fait de cette demande, comme je vous le disais tout à l'heure, demande des femmes de ne pas souffrir ou d'échapper à cette malédiction qui pourtant a d'autres moyens, et entre autres l'accompagnement, mais aussi une demande des professionnels pour gérer le temps. Et nous sommes là dans une perturbation essentielle du temps de la grossesse dans les déclenchements, puisqu'on réduit les grossesses à 8 mois et demi. Quand c'est mûr, pourquoi pas attendre? Pourquoi attendre? Du temps dans le déroulement de l'accouchement, puisque dans les accouchements normaux des primipares, on peut se dire qu'une primipare accouche en moyenne en 18 heures. Or maintenant, dans les maternités modernes, les primipares accouchent en 8 à 10 heures. Donc le temps est réduit. C'est plus facile quand on a à gérer 5 à 6 accouchements à la fois, d'avoir des femmes sous analgésie péridurale, sous monitoring, de gérer le temps dans ces cas-là. Ce temps, et c'est ça la clé, et c'est ça la grande question. Que se passe-t-il quand on réduit le temps d'une femme qui accouche, quand on réduit le temps d'une grossesse? Je dis sauf pour des problèmes de pathologie, évidemment, je parle de physiologie là. Je pense qu'il y a des étapes dans la vie où il est très très important, et je dirais presque sacré, de respecter le temps qui est individuel, qui est personnel à chacun. Une femme ne peut pas accoucher comme une autre, elle a le temps qui lui est imparti pour elle seule. Ce temps, il permet une maturation, non seulement une maturation des liens mère-enfant, mais aussi une maturation du devenir de la mère, c'est-à-dire on ne devient pas mère en 5 minutes, on devient mère parce qu'on a porté un enfant, parce qu'on a bien voulu le lâcher au monde. Et ce temps permet cette maturation extrêmement délicate, extrêmement précieuse, que l'on ne peut pas, en tant qu'observateur, impunément raccourcir, parce que on devient mère, c'est vrai, dans le temps de l'accouchement, mais aussi on tisse des liens entre la mère et l'enfant. Ces liens sont aussi forts qu'ils seront bousculés par une analgésie péridurale. Les pédiatres, comme je le disais tout à l'heure, se rendent compte que les performances neurologiques des enfants sont un peu moins bonnes, non seulement dans les 8 jours qui suivent la naissance, mais dans le mois qui suit.
Je ne sais pas si vous aviez lu un moment un petit article sur les bébés nageurs dans Parents, qui était sorti il y a à peu près 1 an et demi, et qui avait fait remarquer que les bébés nageurs, donc des enfants de 6 à 8 mois que l'on plonge dans l'eau, les bébés nageurs n'ont pas le réflexe inné de fermeture de la glotte quand ils sont nés sous analgésie péridurale. Les bébés nageurs n'ont pas le réflexe inné de fermeture de la glotte quand ils sont nés sous analgésie péridurale. Ce sont des petits signes que l'on observe comme ça pour dire que les forces vitales d'un individu, à partir du moment où elles sont entravées dans leur maturation, il faut s'attendre à quelques dégâts. Et je parle de ça parce que il ne s'agit pas seulement des enfants d'1 mois et de 6 mois, mais les Anglais, qui sont des gens qui font de l'épidémiologie, et la font très bien parce qu'ils ont les moyens de la faire aussi. En France, on n'est pas très doué pour ça, et on n'a pas de crédit non plus. Les Anglais ont quand même observé certaines choses fort intéressantes. Dans une étude sur 16 000 adolescents, les Anglais ont observé, sur ces 16 000 adolescents, un certain nombre de toxicomanes entre 16 ans et 20 ans, beaucoup plus nombreux, et je dis là que ce sont des corrélations, ce ne sont pas des preuves, beaucoup plus nombreux chez les enfants dont les mères avaient reçu des morphiniques en salle de travail, donc 15 à 20 ans avant. Et quand j'ai découvert cette publication, qui m'a un peu effrayé, j'ai pris conscience de l'importance du respect de la physiologie, l'importance de ne pas toucher et de ne pas intervenir dans un processus qui est a priori bien réglé, dans un processus qui ne nous appartient pas, sauf urgence. Comme je le répète tout le temps, on est là pour veiller à l'urgence, mais en tant que veilleur, on n'intervient qu'exceptionnellement, il faut bien le savoir. Alors, l'accouchement en France en 1996 demanderait de la part des professionnels de l'information pour les femmes. De l'information parce qu'il s'agit d'un problème de santé, un problème de santé fondamental, puisque l'enfant naît avec ses possibilités, son intégrité qui, si elle est brouillée dans ses sens, va retentir toute sa vie durant. Et il est bien évident que si l'on permet le trouble à un moment aussi important de sa vie, si l'on permet à la médecine de toucher à l'intégrité d'un processus aussi bien réglé, comme je disais tout à l'heure, on ouvre la porte à une culpabilité. Imaginez-vous que quand j'ai encore 5 minutes, ça va ? Quand je fais la visite dans mon service le matin, ne sachant pas ce qui s'est passé la nuit, et que je pousse la porte d'une chambre, je vois immédiatement si c'est un accouchement sous analgésie péridurale ou pas. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure, dans le comportement, dans l'attitude, dans la façon pour la mère de regarder son enfant. C'est absolument flagrant. Et je parlais de culpabilité parce que on ne s'en rend pas très compte comme ça quand on passe très vite, mais le fait d'avoir subi l'épreuve plutôt que de la franchir avec ses forces, puisqu'on les a tous en soi, est quelque chose qui
déprime, est quelque chose qui ne donne pas confiance en soi, est quelque chose qui culpabilise vis-à-vis de son bébé. Et ça se sent très très bien quand on gratte un petit peu derrière, après des accouchements sous analgésie péridurale. Les femmes ne sont pas heureuses d'avoir donné naissance à leur bébé. Rien que d'entendre 3 mots de la part de ces femmes qui ont donné naissance à leur enfant la nuit précédente, on sait tout de suite s'il y a du bonheur dans cet acte, si ce bonheur va être transmis immédiatement à cet enfant. Je dois dire que même sous péridurale, les choses sont réparables. Mais il y a des jours difficiles, et ces premiers jours de l'existence d'un être humain ont besoin de toute l'attention, tout l'amour sans tâche, si j'ose dire, tout l'amour sans entrave. Et le fait de mettre une femme sous analgésie péridurale est quelque chose qui l'entrave, quelque chose qui la gêne. L'homme peut réparer beaucoup de choses, mais il y a cette empreinte originelle qui fait que quand on est doué et qu'on sait qu'il y a aussi des choses pour réparer, on peut le faire, mais quand on ne sait pas le faire, c'est la porte ouverte à la maltraitance, c'est la porte ouverte aux maladies, c'est la porte ouverte à la délinquance, à l'adolescence. Et je dois dire que, en tant qu'accoucheur, je suis très sensible à cette généralisation d'une prise de pouvoir inconséquente sur la santé de nos enfants. Donc, il serait grand temps, je pense, de la part des femmes, de se poser la question: est-ce que le fait de donner mon corps à la médecine va rendre mon enfant un peu en meilleure santé? Est-ce que c'est une question juste à poser au médecin ou à l'accoucheur? Est-ce que mon enfant ne risque rien dans ses pratiques? 9 fois sur 10, on a des réponses, bien sûr, du professionnel qui dit « Mais vous inquiétez pas, si on savait que c'était mal pour les enfants, on ne le ferait plus. » Mais je crois que même les professionnels se laissent un peu berner, si j'ose dire, et se laissent embarquer, excusez-moi du mot, par des problèmes de gestion. Et nous sommes là au cœur d'un problème où l'industrialisation de la naissance débouche sur la vente de produits, comme on vend de la lessive, on vante la péridurale, on vante le déclenchement pour des raisons pratiques, comme vous le savez, pour des raisons de gestion de temps, pour des raisons de vacances, pour des raisons d'impôts, enfin des tas de choses qu'on entend comme ça. Donc je crois que les professionnels devraient prendre conscience, mais s'ils ne le font pas eux-mêmes, il faut que les femmes le fassent. J'estime que ce travail de base viendra des femmes et pas des professionnels. Ils sont débordés, comme vous le savez, ils ont beaucoup de choses à résoudre en même temps, ils ont des consultations à finir, ils ont des accouchements à faire ou à accompagner, brièvement, le plus souvent, puisque c'est à la sortie que ça se passe. Donc je crois qu'il serait temps que les femmes se posent la question sur le plan de la santé, sur le plan de la santé immédiate et secondaire de leur bébé et de leur enfant, et sur le plan de leur devenir personnel. L'accouchement, c'est une initiation. S'il est malheureusement de temps en temps soumis à césarienne, une césarienne justement indiquée et très bien vécue, un accouchement sous analgésie péridurale pour des problèmes de service ou des problèmes de gestion de temps, c'est toujours mal vécu. Toujours, toujours, toujours. Mais beaucoup savent très bien cacher la chose, vous le savez très bien. Donc, prendre conscience de ce que l'on fait, ça c'est le minimum que je demande aux femmes, que je demande dans mon information,
Soyez libres puisque vous savez qu'une péridurale est accessible à tous. Soyez libres en toute connaissance de cause que ce geste n'est pas anodin pour leur santé, pour leur santé même psychique et pour la santé de leur enfant. Et je voulais juste vous dire un mot de Paul Valéry à ce sujet, auquel je pense très souvent. Paul Valéry dit « Ce qui n'a pas été fait avec le temps ne sera pas retenu par le temps. » Je vous remercie. Bon. On dispose d'un temps là pour les questions, pour un débat. Docteur Bizot, j'ai une question technique par rapport à la pulsation cardiaque. Vous avez dit, suite à l'injection, vous avez la pulsation cardiaque du fœtus qui se trouve modifiée in utero, donc avant l'expulsion, c'est ça? Oui, ça se passe juste dans les 5 minutes qui suivent la pause de l'injection péridurale. C'est le monitoring qui donne... C'est dans les 5 minutes, hein, on voit ça tout le temps. Hein. Par le monitoring. Oui, le monitoring indique cette décélération qui, 9 fois sur 10, récupère. Mais on trouve ça normal. Moi, il y a un aspect que je n'entends jamais traité dans les conférences. Alors, je voudrais que vous me confirmiez si j'ai raison ou pas, parce que c'est mon expérience personnelle, mais qui n'est pas forcément reproductible. Est-ce que vous ne pensez pas que la péridurale a aussi l'avantage pour les premiers accouchements de pouvoir injecter à la femme des hormones pour accélérer les contractions sans qu'elle ait à ressentir de douleur? Parce que c'est un aspect dont je n'ai pas parlé, mais... Parce que moi, j'ai refusé la péridurale, et pour des raisons on était 5 accouchés en même temps, et il n'y avait pas assez de personnel, et ils m'ont mis des hormones dans la perfusion qui était soi-disant faite pour que j'ai du glucose. Moi, je connaissais le nom du médicament, donc j'ai compris que c'était ça, et la douleur est humainement insupportable. Effectivement, j'aurais une péridurale, je n'aurais rien senti. C'est exactement ça, j'en ai parlé un peu dans le côté... raccourcissement du travail. Il est évident qu'une femme sous analgésie péridurale ne ressent plus ses contractions, son utérus se met un petit peu en panne et on est obligé de mettre du syntocinon, ce qu'on appelle, c'est un produit qui provoque des contractions. Et le syntocinon, comme je dis souvent, c'est un produit extrêmement puissant qui devient insupportable quand on n'est pas sous péridurale. Et c'est un peu un biais aussi de l'équipe médicale, quand on remet une perfusion pour la sécurité, c'est-à-dire au cas où vous saigneriez, on vous glisse un petit peu de synto dedans, et là, l'accouchement, enfin, le travail devient insupportable. Et c'est là que la péridurale est réclamée vraiment à grands cris par la femme qui accouche. Donc c'est un biais pour le monde médical pour vous obliger à prendre une péridurale. Ce qui n'est pas anodin pour les enfants non plus, hein, pour les fœtus, je veux dire. Du moment j'entends pas. C'est ça? Non, mais ça permet d'en mettre. D'accord, mais vous avez employé le terme d'obligatoire à un moment. D'obligatoire. Oui. En cas de péridurale. Oui. Ah d'accord, en cas de syntocinon. Non, le péridurale n'est pas obligatoire en cas de syntocinon, mais c'est tellement difficile à supporter qu'on la réclame. Mais l'inverse, par contre, est vrai. C'est bon? Je suis sage-femme et mère de 4 enfants. Je suis sage-femme hospitalière, malheureusement. Je vous remercie pour votre intervention parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que vous demandez. Cependant, vous parliez... Alors, j'ai noté plein de trucs. Vous avez parlé de la fortune des ostéopathes. Je pense aussi à la fortune des orthodontistes, avec les problèmes de position allongée, justement, et aussi avec les problèmes d'allaitement qui sont pas durables. Bon. Il y a des professions à qui ça profite, c'est bien. Là, on parlait de la liberté de dire non pour les femmes, de refuser la péridurale, qui est très difficile. Il faut vraiment se battre dans certains hôpitaux pour refuser la péridurale. C'est pas simple du tout. Une femme bien préparée le peut, mais il faut vraiment qu'elle ait une grande force de caractère. Oui. Ensuite, vous avez parlé des professionnels qui se laissent berner. Et je voudrais, c'est ma réflexion, demander dans quelle mesure les professionnels ont leur propre peur. Et en fait, c'est leur peur qu'ils masquent, qu'ils éliminent en mettant la patiente sous péridurale parce qu'elle ne crie plus, les salles de travail sont très silencieuses. Donc il y a le temps qui est géré, mais il y a aussi la peur des professionnels.
Et je pense, bon, les femmes doivent aller au-delà de leur peur et accepter d'accoucher. Je veux dire, actuellement, la souffrance est tout à fait supportée. On va faire des marathons, on va faire des trucs pas possibles. On souffre, on le trouve tout à fait normal. On ne trouve pas normal de souffrir en accouchant. C'est quand même paradoxal. Et bon, ça, c'est les femmes qui doivent effectivement affronter leur peur et puis dire, moi, j'accepte de donner la vie. Il y a quelque chose de sacré, bon. Vous l'avez très bien dit, mais pour les professionnels, je crois qu'il y a beaucoup de remises en question aussi, parce que chacun a ses peurs et c'est beaucoup plus facile de travailler dans un univers calme et blanc que d'accepter les cris des autres. C'est là où le rôle des sages-femmes est extrêmement important, c'est que moi, à mon avis, une salle de travail ne devrait pas être investie par aucun homme. La salle de travail, c'est le monde des femmes. Et les sages-femmes, si elles faisaient leur travail d'accompagnante, mais dans un service hospitalier où on fait 2000 accouchements, c'est impossible d'accompagner une femme à la fois. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce travail des sages-femmes libérales qui s'engagent, et c'est un engagement vraiment à tous les niveaux, qui s'engagent pour chercher, ressourcer, chercher au fond de soi-même les forces nécessaires. Parce que bien sûr qu'on craque quand on accouche, on voit ça tout le temps. On craque, on crie, on pleure, enfin on envoie des insanités à tout le monde, mais il faut être capable de supporter ça. Et je crois que c'est les sages-femmes le pilier de la salle de travail, c'est pas les accoucheurs. Et si chacun était à sa place dans cette histoire, je crois que la santé des gens serait bien meilleure. Alors en fait, j'ai deux... S'il vous plaît. Il y avait... Excusez-moi. Il y avait une question avant. Alors en fait, j'ai deux questions. Est-ce que vous pensez que la souffrance en accouchant est quelque chose de naturel? Est-ce qu'on ne peut pas y remédier d'une autre manière que la péridurale? D'après le mythe, tu accoucheras dans la douleur. Bon. Deuxième question. Dans le cadre de grossesse pathologique à risque au-delà de 38 ans, au-delà de 40 ans, quel est votre point de vue là-dessus? Une femme qui est capable de faire un bébé, je réponds déjà à la deuxième question. C'est une femme qui est capable aussi de mener une grossesse à 9 mois et d'accoucher comme les autres. Donc pour moi, ce n'est pas une entrave ni un défaut d'avoir 40 ans et d'être enceinte. Pas du tout. Il y a des accouchements de femmes de 45 ans qui se passent très très bien, mieux qu'à 18 ans des fois. Et même pour un premier bébé. Donc concernant l'autre question sur la souffrance, je ne sais pas si c'est un mythe, l'histoire de la souffrance, c'est pas parce que c'est marqué dans la Bible, je ne sais pas si c'est la bonne traduction non plus. La souffrance, c'est en fait, tu deviendras peut-être adulte avec un certain nombre d'épreuves dans la vie. Et je crois qu'on ne peut pas grandir sans épreuves, c'est impossible, ça fait partie de notre état d'homme, enfin c'est comme ça. On ne peut pas grandir sans épreuves. Et je crois que la souffrance dans l'accouchement est tellement, tellement individuelle. Moi, j'ai vu des patientes accoucher sans rien, aucune contraction. La petite envie de pousser, c'est tout. Pourquoi c'est comme ça? J'en sais rien. Chacun sa façon de faire couler la vie en soi. Et je crois qu'il y a tellement d'entraves dans la tête et tellement de choses difficiles à surmonter que c'est autant d'obstacles que d'entraves et autant de souffrances derrière. Et c'est vrai que le travail des sages-femmes que j'aime particulièrement, des sages-femmes libérales avec qui je travaille depuis maintenant 15 ans, qu'est-ce qu'elles font comme préparation? Mais rien. Elles apprennent à lâcher tout ce qu'on a dans la tête. Mais c'est très difficile à notre époque. Et une fois qu'on a lâché une bonne partie de tous les obstacles, je pense qu'on peut accoucher assez simplement, mais à condition d'être pris par la main, accompagné, bien accompagné. Et c'est la clé, je crois que les souffrances sont toutes supportables dans la vie. Quand on meurt, on souffre certainement, mais si on est tout seul, ça peut être facile. Mais je crois que tous les grands événements de la vie, si on est seul, c'est difficile. Si on est accompagné, ça passe bien en général. Vous vouliez me parler des hommes? Autant le métier de sage-femme aux hommes. Moi, je parle beaucoup. Je parle pas beaucoup, mais j'informe. J'essaie d'informer. Puis une fois que les gens sont formés, ils sont libres de choisir. Mais c'est très difficile de faire passer l'information par des professionnels qui sont dans un système qui est très confortable en fin de compte. C'est ça le problème. Alors, concernant les ouvrages, moi, j'en ai pas en tête. C'est sûr que j'écris des petites choses comme ça de temps en temps qui passent dans des revues professionnelles, mais il y aura un prochain peut-être dossier de l'obstétrique pour les sages-femmes, que vous connaissez sûrement bien,
qui va être écrit sur la maternité de Villeneuve, mais surtout sur les demandes de sages-femmes. Michel Audin, Michel Audin, Le Boyer, évidemment, moi je les connais un peu par cœur, mais bon, ça fait 25 ans que j'ai rencontré Le Boyer. Mais il y a 25 ans, Le Boyer avait beaucoup touché les gens, beaucoup touché les femmes, mais on est là sous une espèce de rouleau compresseur de gestion du temps et d'argent, en fin de compte, parce que c'est ça le problème de fond. Qui fait oublier ce que Le Boyer nous a enseigné à 25 ans. Pourtant, il y a quand même quelques femmes qui résistent, quelques-unes auxquelles je rends un grand hommage parce que je crois qu'elles savent ce qu'elles font, mais je crois qu'il faut une force de caractère assez étonnante pour résister dans les milieux hospitaliers classiques. Il faut vraiment savoir ce qu'on veut, hein, mais malheureusement l'information est tellement brouillée, tellement difficile, le discernement est tellement difficile que du moment qu'un professionnel de la santé vous dit c'est bon pour tout le monde, vous verrez, c'est formidable, vous allez accoucher dans la joie, vous allez faire des mots croisés, vous n'avez pas de vos vacances, vous allez être consciente de votre histoire, mais c'est l'illusion totale, c'est le mensonge permanent. Mais ça fait rien, ça plaît ce genre de choses, vous comprenez ? Être conscient de ce qu'on fait, c'est dur, hein, ça demande du travail, hein. Et ça demande un certain esprit, disons. Oui. Donc peu de moyens de s'informer pour la femme qui... Il n'y a pas beaucoup de moyens. Je crois qu'il faut être bien trempé d'avance, c'est-à-dire avoir un certain caractère pour mettre en doute ce que l'on vous propose. C'est pour ça que le non me paraît très 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 important. On me propose un truc, non. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Vous comprenez ? Et en matière de naissance, on ne devrait pas toucher. C'est sacré ce truc-là. On ne devrait pas toucher la naissance. On devrait y toucher que si ça ne va pas, c'est tout. On est là pour ça, nous. C'est pour ça que je dis que la salle de travail est réservée aux femmes et qu'un accoucheur, un technicien qui a un bistouri entre les dents, ne devrait pas entrer en salle de travail. Alors qu'on assiste à des protocoles. Là, j'en ai un sous les yeux. Je l'ai apporté pour plaisanter, mais j'ai un protocole d'accouchement récent d'une patiente qui a accouché dans un hôpital, un gros hôpital de la périphérie de Paris. C'est une énumération de gestes, syntocinon, péridurale, épisiotomie, forceps, bébé-temps, allaitement maternel, pilule à la sortie. Au revoir monsieur, merci de votre accueil. C'est ça. C'est-à-dire qu'on a géré un problème, on l'a expédié parce que il faut faire passer les autres. Vous comprenez, c'est le problème des usines à bébés qui est quand même assez inadmissible à notre époque. Enfin. Demain, l'ordinateur suffira. Oui, je pense qu'il y a des salles de travail maintenant qui sont gérées par des caméras et des tas de choses branchées partout. Mais alors l'homme là-dedans, où est-il ? Qu'est-ce qu'il en reste ? Oui. Dernière question. Non, mais moi, c'était pas une question. Je voulais vous dire, je suis chiropracteur et je peux vous confirmer qu'effectivement, un bébé qui est né par forceps, 6 ans après, en palpant les cervicales, on le sait. Donc ça, c'est vrai que les forceps, c'est à manipuler avec précaution. Puis je voudrais savoir pourquoi on parle toujours des douleurs de l'accouchement. Moi, j'ai 3 enfants. Et c'est vrai que pendant les contractions, c'est pas une partie de plaisir, mais on parle jamais du moment entre 2 contractions. Exactement. Où là, non seulement on n'a plus mal, mais c'est comme si la douleur du monde entier était abolie. Comme si la souffrance ne pouvait plus jamais exister. C'est un moment absolument extraordinaire. Alors comme vous avez des contractions toutes les, je sais pas moi, 3 minutes, vous avez une contraction qui dure 1 minute, 3 minutes d'extase, et puis 1 minute où ça pince, et puis 3 minutes d'extase, et puis etc. Donc sur la durée de 18 heures d'accouchement, vous avez quand même beaucoup plus de moments d'extase que de moments douloureux. Pourquoi est-ce que personne ne le dit jamais ? Pourquoi ? C'est un secret ? Non, moi... C'est le secret des femmes. C'est le secret des femmes, oui, comme vous dites. Une amie m'avait appelé ce moment-là et j'ai trouvé ça très joli. Elle m'avait dit, j'appelle ça le point d'orgue. Le point d'orgue. Et c'est vrai qu'il y a un moment où, vous savez, il y a un moment dans l'accouchement où vous vous dites, ah non, je veux plus accoucher, je veux plus maman, au secours. Oui, c'est ça. Et puis juste après, vous avez ce moment de point d'orgue où vous êtes, effectivement, vous flottez, vous êtes bien.
à condition de ne pas être drogué, quoi. Mais c'est sûr que moi, je le dis aussi à mes patients, je dis, mais une contraction, ça dure 1 minute, et encore 45 secondes, 1 minute et demie maximum, mais entre ces acmés-là, vous êtes tranquille. Il y a bien plus de temps de repos que de temps de douleur. Mais moi, je pense aussi, enfin là, j'ai peut-être choqué des gens, mais c'est que quelquefois, quand on accouche et qu'on ne perturbe pas ce moment-là, on peut avoir disons un orgasme tellement fort qu'après on en demande beaucoup trop au monsieur. C'est-à-dire qu'après ils sont plus capables de faire face. Et c'est peut-être pour ça que comme la majorité des médecins accoucheurs sont des hommes, ils n'ont pas du tout envie que les femmes vivent ces moments-là. Ça, je vous laisse libre de ce genre de... Ah, le monsieur sur l'orgasme, il est là, justement. J'ai été le collègue de quelqu'un qui a pris sa retraite il y a 6 ou 7 ans, Claude Rovadalone. Oui. Claude Rovadalone a écrit sur l'accouchement sa thèse principale, c'est publié en livre de poche, avec pour titre Le mal joli. Oui. Et elle a fait ses recherches dans les années 60. Elle était psychanalyste et elle était psychologue dans des petites maternités. C'est le moment d'ailleurs où on commençait à drainer les mères vers les maternités ou les hôpitaux. Il y avait un peu la proximité des médecins de médecine néonatale, il y avait ça. Mais c'était l'époque aussi où on parlait d'accouchement sans douleur. Et il y avait des maternités où les préparations à l'accouchement marchaient pas du tout. D'autres où ça marchait. Cette collègue a eu l'idée, ça c'est pour vous, hein, vous êtes un admirable accoucheur, mais cette collègue a eu l'idée d'étudier psychologiquement la personnalité des patrons. Elle s'est aperçue, avec des techniques de psy, elle s'est aperçue que là où ça ne marchait pas, où la femme devait souffrir, bref, subir son accouchement, c'est que l'accoucheur voulait être inconsciemment et implicitement le père de tous les enfants qu'il mettait au monde. Il y a autre chose que la peur. Il y a le désir de paternité. Oui. Pourquoi choisit-on d'être accoucheur? Ah, ça, je ne peux pas vous dire. C'est secret. Bon. Alors, nous revenons en 2021, puisque j'ai retrouvé dans les archives de Selena cette... magnifique conférence du docteur Bizio, hein. Vous m'avez reconnu peut-être à un moment, c'est moi qui pose la question sur les battements du cœur. Donc vous voyez déjà, il y avait une recherche pour moi sur les effets de la péridurale. Alors petit à petit, et puis surtout très récemment, s'est imposé à moi le mécanisme, l'évidence de la pollution au niveau de la péridurale, c'est-à-dire des anesthésiques. Alors aidé de sage-femme, j'ai bien conscientisé que la péridurale faisait, alors comme dit le docteur Bizio, tourner la tête à l'envers, donc déjà au niveau de la naissance, pas top, mais après les conséquences futures, c'est une imprégnation profonde des résidus, des opiacés dans l'intestin, qui va faire que le sens de rotation de l'intestin, donc le mouvement énergétique qui suit en fait le sens naturel, vous voyez les flèches, eh bien va être inversé. C'est-à-dire qu'il va se passer un phénomène très curieux au niveau vibratoire, donc j'appelle ça le mouvement circalaire très profond, eh bien il y a une inversion dans le sens de l'évolution. C'est comme si la nature reprochait à la femme, voire peut-être faisait une sorte de rétorsion, allez, je n'aime pas trop ce mot, mais pourquoi pas, du pourquoi on l'a empêché d'accoucher naturellement. Donc l'intestin s'imprègne, et je ne parle que de la femme, puisque ça sera pareil pour le fœtus et le futur enfant, qui aura déjà toutes les conséquences, enfin je veux dire les bases pour se droguer. Donc l'intestin tourne à l'envers profondément. Donc ça c'est mis en évidence par les hautes dilutions, les hautes fréquences des anesthésiques, hein, opiacés, voilà. Et donc, pour quelles conséquences? Eh bien, un trouble profond du microbiote. C'est-à-dire que les bactéries qui doivent être cernées, qui doivent être commandées, entre guillemets, par tous ces mouvements vibratoires, vous voyez la structure biotique du corps, hein, les mouvements circalaires, donc l'énergie profonde de structure primordiale va être bloquée, et à ce moment-là, l'intestin ne peut pas contrôler les bactéries qui lui permettent d'évoluer,
et de pouvoir évoluer, faire évoluer, donc maturer son CVQ, puisqu'on sait que cœur, intestin, cerveau sont liés. Donc voilà le drame de la péridurale, c'est absolument terrifiant dans le sens où, déjà pour conséquence, c'est une perturbation du microbiote, c'est-à-dire de toutes les bactéries qui vont être stérilisées, bloquées, malmenées par ces mémoires d'anesthésiques. L'intestin tourne à l'envers et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la digestion, donc la gestion de ces bactéries se fait mal. Et on a tous les problèmes actuels de microbiote, c'est-à-dire on ne digère pas, on fait des allergies, on fait des ballonnements. Ah oui, aussi j'oubliais les RGO pour les bébés, qui sont liés à la péridurale, puisque le fœtus est immédiatement imprégné, donc je le rappelle. Donc on va se ruiner en probiotiques, on va prendre des bactéries avec des petites gélules, et pratiquement toute sa vie. Et le drame, et ma femme on a beaucoup souffert, voire on est morte, c'est-à-dire que à force d'ingérer des choses qui ne sont pas nos bactéries naturelles, celles qui sont issues dès la naissance de l'infestation naturelle par l'accouchement, eh bien on va artificialiser notre digestion. Et ce ne sont pas les bactéries qui vont permettre l'épanouissement de l'intestin. Le mouvement inverse, d'accord, n'étant pas redressé, il va y avoir un frottement inflammatoire entre le mouvement naturel dans le sens des aiguilles d'une montre qui va vouloir reprendre ses droits et le mouvement inverse créé par la péridurale, enfin les anesthésiques, qui va contrecarrer ce mouvement naturel. Donc les deux vont se combattre en quelque sorte, et cela va créer de l'inflammation. Et les fameuses inflammations qui peuvent aller jusqu'à les maladies de Crohn, les maladies, les rectocolites hémorragiques, etc., et aussi les cancers, ont pour une grande part leur cause dans les mémoires de la péridurale. Donc voilà, donc ça c'est dit, ça avait été donc déjà mis en alerte par le docteur Bizio en 95, vous voyez, il a eu tellement d'ennuis après, tellement jalousé que, eh bien, ça n'a pas fait vraiment suite. Le docteur Audin est parti en Angleterre, bon, vous voyez que vous connaissez la mafia. Bon, la seule chose maintenant qui se passe, c'est que les sages-femmes hospitalières étant tellement maltraitées, tellement dégoûtées du boulot qu'on leur fait, qu'elles passent en libéral. J'ai beaucoup de retours de femmes qui vont accoucher avec des sages-femmes qui sont repassées en libéral. Donc ça, c'est bien, parce qu'elles sont libres de préparer comme il faut un accouchement, et pourquoi pas un jour des accouchements biotiques, et de permettre l'évitement de la péridurale, au moins. Le docteur Bizio en parle tellement bien. Et je voulais, pour terminer, rajouter aussi la deuxième intoxication importante avec des effets dévastateurs considérables pour l'intestin, ce sont les antibiotiques. Les antibiotiques également interfèrent sur les mouvements vibratoires de l'intestin, donc sur les bactéries qui ont été, c'est très simple à comprendre, elles ont été anéanties une fois, elles ont une mémoire, tout le monde sait maintenant que les bactéries sont quoi? Résistantes, c'est-à-dire qu'elles ne veulent pas recevoir un deuxième coup d'antibiotique pour mourir, donc elles se cabrent, c'est une image, elles ne donnent pas leur plein potentiel, elles sont stressées, elles ne peuvent pas nourrir le cerveau vibratoire, qui lui-même va être source de problèmes intestinaux. Rappelons-nous que l'intestin permet une réflexion parallèle au cerveau. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps, mais quand le cerveau ne peut pas résoudre un problème, c'est l'intestin qui prend le relais. Alors s'il prend le relais trop longtemps, c'est la tumeur, c'est la théorie de Hammer. Donc pour éviter ça, il faut que l'intestin soit totalement performant. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Pour nous, on nettoie l'intestin avec donc les hautes fréquences, selon le protocole, des opiacés, et donc je parle aussi des antibiotiques. Alors, les antibiotiques, il y en a partout, il y en a dans la viande, il y en a dans tous l'alimentation, ça flotte dans l'air, enfin bref. Donc c'est vrai que c'est compliqué, mais bon, voilà, c'est le challenge pour arriver à avoir une vie à peu près potable au XXIe siècle avec tout ce qui nous tombe dessus, vous voyez ce que je veux dire. Oh,
Oh, ya no llore, bebé, ya no llore. ¿Por qué llora? ¿Por qué? Ya no llore, ya no llore. Ah oui, j'oubliais. En médecine vibratoire quantique, donc avec le protocole dont j'ai parlé, regardez les vidéos, on retrouve la racine de ces mémoires lovées dans l'intestin 5, 10, 15, 20 ans, 30 ans après souvent. Donc l'impact est énorme. Le nettoyage est très difficile, très profond. C'est pas en prenant quelques petits tubes de granules comme on vous prescrit de temps en temps que ça va marcher. Non, non, c'est beaucoup plus complexe que ça.